Bonjour à tous. On a la lourde tâche avec Nolwenn de clôturer la journée. Donc on va tâcher de faire ça bien. Je suis ravie d'échanger avec toi Nolwenn sur la conférence Devenir la première licorne verte de l'industrie française. Avant de démarrer la conférence, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Flavia, je suis responsable start-up et écosystème chez France Digital. France Digital, c'est la plus grande association de start-up et d'investisseurs en Europe. On représente plus de 2000 membres. Et notre grande mission, c'est de faire émerger les champions européens du numérique au service de l'homme et de la planète. Je suis ravie d'être avec toi, Nolwenn. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, moi aussi, je suis ravie, Flavia. Donc moi, c'est Nolwenn. Je suis directrice générale déléguée de la société Life. Et cofondatrice du coup de cette belle société, une société qui produit de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz qui peut servir à décarboner un pan significatif de la mobilité et de l'industrie. Donc on est dans le secteur de l'industrie verte. Voilà. Parfait. On sait que l'hydrogène, ça a été un sujet qui a été lourdement débattu ces dernières années. Quels ont été les enjeux auxquels vous avez fait face ? Je sais que vous faites face à justement pas mal de concurrents de renom sur le marché. Donc, quels ont été vos enjeux quand vous avez décidé de vous lancer dans cette industrie ? En effet, on arrive dans un secteur qui est un secteur un peu poussiéreux, avec des gros industriels face à nous. Des historiques qui ont des monopoles dans le secteur du gaz. Donc on est un peu en mode David contre Goliath. Donc ça a plusieurs impacts. C'est sûr que quand on arrive dans un secteur qui se renouvelle, d'une part il y a tout à construire sur la partie réglementaire. Donc c'est une filière qui est en train de renaître. Donc il y a beaucoup de choses à construire et il faut construire les choses en bonne intelligence avec les gouvernements, notamment. Des gouvernements qui sont eux-mêmes, qui travaillent beaucoup en collaboration avec les acteurs historiques. Et en tant que petite entreprise, on n'a pas des armées mexicaines de lobbyistes avec nous. Donc il faut faire entendre sa voix quand on est petit face à des gros, et ça c'est pas évident. Donc il faut plutôt utiliser la tactique, une tactique de malin, des techniques de Sioux pour se faire entendre, et puis surtout donner la preuve assez rapidement que on peut être un acteur sur le marché qui peut faire bouger les choses. Et quelles sont selon toi les forces de Life aujourd'hui pour justement percer le marché ? On a la foi déjà. On croit en notre projet. L'hydrogène, c'est la seule activité dans laquelle on s'investit. Je vous parlerai plus tard de l'oxygène, mais on s'investit dans l'hydrogène. On est des pure players versus des grands groupes qui se sont un peu diversifiés, et pour certains d'entre eux qui cherchent aujourd'hui un peu leur voie face aux enjeux de transition qu'ils doivent adresser eux aussi. Donc on y croit, on sait que c'est une solution qui peut vraiment faire changer les choses, c'est une pièce du puzzle face à la transition énergétique. Donc il y a la foi, déjà. Il y a une équipe qui est ultra resserrée, c'est une équipe de combattants. On n'a pas des salariés chez nous, on a des combattants. Et donc ce sont vraiment des personnes qui sont ultra engagées. Et puis on est rapide. Je pense qu'on est assez rapide face, toujours la même chose, à des grands groupes qui ont un peu de mal à se bouger du fait de leur taille. On parle de licorne verte. C'est quoi pour toi une licorne verte ? On a beaucoup parlé de licorne justement ces dernières années. Donc le concept est intéressant de pouvoir valoriser, monétiser des startups. Sauf qu'en fait, dans ces critères d'évaluation, on n'a jamais vraiment intégré l'environnement. Donc c'est super de valoir $1 milliard, mais si c'est pour cramer la planète, je pense pas que ça soit le job d'une licorne de cramer la planète. Donc du coup, nous, on a plutôt cette vision-là que de se dire qu'il faut absolument intégrer des critères environnementaux dans la valorisation d'une entreprise.
Et donc c'est une forme de combat aussi qu'on mène en parallèle, c'est de convaincre aussi nos partenaires, nos investisseurs, d'intégrer ça dans leurs analyses, dans leur même les banques, intégrer dans leur grille d'analyse un critère lié à l'environnement, ça peut être intéressant. Et il est vrai que dans l'industrie, il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous, on préfère parler de licorne verte. Et ce qu'on dit derrière ça, c'est qu'on veut éviter à la planète 1 milliard de tonnes de CO2. Ça, c'est notre objectif. Et si, au passage, on a une valorisation intéressante, évidemment qu'on va pas cracher dessus, parce qu'on pourra jamais économiser du CO2 si derrière on fait pas de business. Donc voilà. Mais pour autant, on est très focus sur l'impact environnemental et pas uniquement l'impact financier. Et selon toi, c'est quoi aujourd'hui les enjeux auxquels vont faire face ou font déjà face les startups industrielles innovantes ? Ben ça, les majors en fait, la compétition industrielle est rude. Et puis quand on est un industriel, on a aussi besoin de s'équiper de tout un tas de machines qui sont produites parfois loin, ce dont on n'a pas toujours envie. Et quand on a des systèmes de subventions, par exemple, qui accompagnent les entreprises pour les aider à émerger, les critères sont assez stricts aussi quant à l'origine et la provenance des machines qu'on va acheter. Donc du coup, il y a ces enjeux-là aussi, c'est pouvoir à la fois émerger sur un environnement et sur un terrain ultra compétitif pour des entreprises installées qui ont fait un peu ce qu'elles voulaient par le passé et qui ont sourcé leurs équipements un peu partout sans prendre en compte les notions environnementales. Plus justement aujourd'hui des critères qui sont de plus en plus compliqués par rapport au sourcing qu'il faut prendre en compte. Donc ça veut dire potentiellement sourcer des équipements qui sont plus chers, mais qui proviennent de moins loin. Donc il y a ça un peu cette compétition qui est pas toujours fair en fait par rapport à des acteurs qui sont déjà installés, qui ont bénéficié de plein de choses et qui n'ont pas eu cette conscience environnementale là, mais qui aujourd'hui ont tellement de chiffre d'affaires et ont tellement d'actifs qui peuvent entreprendre plein de choses et investir, versus des startups qui doivent faire face à une activité qui est très capitalistique, qui demande d'avoir quand même, d'investir beaucoup pour pouvoir construire des nouveaux des nouveaux actifs non polluants, mais avec des critères qui sont durs, et c'est normal pour pouvoir se déployer. Ok, très clair. Pour rentrer un peu dans le concret, Live, vous avez connu une croissance fulgurante. Vous êtes passé de 0 à 200 employés en moins de 5 ans. C'est énorme. Comment est-ce que vous avez fait au début pour justement pas perdre votre ADN et le cœur de votre entreprise et justement devoir vous structurer et monter en puissance ? Ce qui fait qu'on a toujours notre ADN, c'est plusieurs choses. Déjà, premier point, on était donc il y avait le fondateur Mathieu Guéné, entouré de 7 cofondateurs dont je fais partie, et on est tous là. On est encore tous là. Et c'est pas parce qu'on est fondateur qu'on est au comité de direction. Ceux qui sont cofondateurs n'ont pas tous des jobs de direction et pour autant sont là et continuent à diffuser aussi l'histoire de Live, pourquoi on en est là, pourquoi on a commencé, où est-ce qu'on a commencé dans notre cowork rue Paul Bellamy, et dans quelles conditions on a travaillé pendant quelques temps pour réussir à sortir ce projet qui rappelle l'histoire, qui rappelle vraiment pourquoi on est là. Ensuite, on a un process de recrutement qui est ultra sévère. Pour le coup, on est vraiment très 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 à cheval sur la posture. Sur l'esprit d'équipe, sur l'humilité. On a un KPI en interne qui est la règle du 0 con dans l'entreprise. Et c'est issu d'un vrai bouquin qui existe, qui a été écrit par un Américain. C'est excusez-moi pour l'accent, mais c'est la No Asshole Rule, qui dit qui t'explique en gros l'impact 0 to 1 de l'arrivée d'un con dans une entreprise. Et
Ça a un impact évidemment RH. C'est hyper chiant à gérer parce qu'en fait, en plus, en général, le con reste et le reste de l'équipe s'en va. Et puis, ça a forcément un impact économique. Ça a un impact, enfin, sur la réputation d'entreprise, sur tout un tas de choses. Donc ça, on l'a bien en tête. Et du coup, on est très 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 exigeant au niveau du recrutement. Et quand on recrute, on passe énormément de temps à expliquer pourquoi Life, ce qu'on a prévu de faire, et on va titiller beaucoup sur les valeurs de chacun pour être sûr que la personne qui nous rejoint va être en adéquation finalement avec l'ADN de départ. Donc après, on a juste à expliquer l'histoire et c'est parti. Donc ça veut pas, enfin notre process qui est assez quali ne nous empêche pas de faire des erreurs, bien sûr. Des erreurs de casting, ça nous est arrivé, ça nous arrivera encore. Mais pour autant, ouais, là-dessus, on lâche rien. Et puis, troisième point, on accorde beaucoup de temps et on investit aussi beaucoup d'argent à tout un tas de temps collectif où on se réunit tous ensemble et où on rappelle l'histoire, on rappelle les valeurs, on rappelle. Donc, et ça, c'est un boulot aussi qu'on veut mener encore cette année, très fort, de travailler sur qui on est, pourquoi on est là. On parle beaucoup dans les startups de justement toutes les boîtes qui n'arrivent pas à recruter aujourd'hui. Il y a une vraie pénurie de talent. Est-ce que c'est votre cas chez Life ? Non, c'est pas notre cas. Alors évidemment, on recherche des compétences qui sont très rares. Donc quand on a un profil sur le marché qui est extrêmement rare, on va pas avoir plus de chances particulièrement de l'avoir, mais sur les profils pénuriques, ça reste pénurique. On n'a pas de baguette magique. Mais pour autant, non, on n'a pas du tout de problème d'attractivité parce qu'on a un projet qui fait sens. Enfin, en tout cas, qui parle aussi à pas mal de monde. On a à la fois ce projet industriel. Pour autant, voilà, on travaille dans l'hydrogène. C'est pas, on peut pas dire que ce soit un truc ultra glamour ou sexy. Ça reste de l'hydrogène, mais pour autant derrière. L'ambition, c'est de soigner la planète, c'est de contribuer à la réoxygénation des océans, c'est travailler sur tout un pan d'une nouvelle industrie, c'est proposer des nouvelles méthodes de travail aussi et toute une réflexion autour de ce que doit être l'industrie demain. C'est pas juste un job alimentaire et d'ailleurs les candidats qu'on reçoit et qui seraient un peu sur ce credo-là, on les envoie chez nos concurrents. Je sais que quand on a échangé ensemble, tu disais que justement l'inverse, vous avez plutôt peur que vos concurrents viennent chasser vos talents. Est-ce que vous avez mis en place des choses au sein de Life pour que ça n'arrive pas, ou du moins de limiter ça ? Ouais. Alors ça, c'est une vraie question parce que, en effet, il y a peu, vu que le secteur de l'hydrogène est encore naissant, il y a encore assez peu de ressources qui savent parler de l'hydrogène. Et chez nous, on en a. Et puis on aime bien communiquer, mais on peut pas s'empêcher de communiquer parce que mine de rien ça attire un peu de business. Donc en effet on a des profils chez nous qui se font régulièrement chasser, on le sait. D'où l'importance de travailler sur le pourquoi, le sens du travail, de travailler aussi sur l'esprit d'équipe, parce que quand on aime une équipe, on n'a pas forcément envie de la quitter. Quand on est bien, quand on a un environnement de travail qui est sympa, un job qui fait sens, il n'y a pas forcément de raison d'aller voir ailleurs, ou en tout cas pas tout de suite. Enfin, on sait bien qu'il y a des cycles dans l'entreprise et dans la vie et que parfois on a envie de passer à autre chose, même si les choses sur le papier se passent bien. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est notre seule arme. Parce que face à des totales, sans quitter personne, on pourra jamais s'aligner sur le package. Jamais. On n'a pas chez nous de voiture de fonction. On n'a pas on paye les gens à leur juste valeur et on est même plutôt bien positionné en termes de benchmark sur la rémunération. Et surtout, à côté de ça, on offre des conditions de travail qui sont, je pense, assez sympas. On a un niveau de flexibilité qui est énorme. Les gens gèrent leur temps comme ils le souhaitent. On laisse beaucoup d'autonomie. On est très 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 vigilant justement, et ça se passe au niveau du recrutement, à recruter des gens qui vont amener du plus à l'équipe, mais pas que d'un point de vue compétence, mais aussi dans l'entente, dans la facilité à collaborer, etc. Donc
c'est ça qu'on vend et c'est ça qu'on espère pouvoir valoriser auprès d'un collaborateur qui se fait chasser. Après, certains seront sans doute sensibles à d'autres arguments, mais en tout cas, pour nous, c'est le meilleur. C'est notre plus grande arme, en tout cas. Et pour recruter, il faut des moyens. Est-ce que vous avez fait des levées de fonds et comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à embarquer les investisseurs dans votre projet? Alors, les tout premiers investisseurs sont des têtes brûlées comme nous, en fait. Sans doute. Alors moi, mes parents m'ont dit ne plante pas ton CDI pour aller dans ce projet. Je pense que c'est ce que les proches des investisseurs ont dit à un moment aussi, en disant mais tu vas pas investir chez Life. C'était un PowerPoint au départ notre truc. Hein, donc c'est la force de conviction aussi de Mathieu, du fondateur et des cofondateurs, qui ont embarqué des personnes qui croient vraiment à cette transition, qui avaient eux-mêmes déjà investi dans d'autres projets, pas en lien avec l'hydrogène, mais en tout cas qui permettent d'amener des solutions pour l'environnement. Et donc quand on arrive à en convaincre un, c'est le plus dur en fait, parce que souvent dans les levées de fonds il y a des tours de table, il suffit qu'il y en ait un qui déverrouille le truc et ça y est, les 4 autres suivent. Donc ça c'était vraiment l'enjeu, et on est parti avec des gens qui ont investi même avec leurs propres deniers dans même pas en tant qu'entreprise, mais pour nous donner un coup de pouce. Donc notre première levée de fonds c'était 8 millions d'euros. C'était la plus grosse levée de fonds à l'époque dans les green tech en Europe. Ça nous a aidés à recruter nos premiers salariés, à construire notre première usine. Et puis 6 mois plus tard, le Covid est arrivé. Donc on n'a pas trop recruté à ce moment-là. Mais par contre, on s'est vraiment focusé sur notre développement international à ce moment-là. Et c'est là qu'on a démarré aussi notre activité en Allemagne, etc. On n'a pas voulu s'endormir avec le Covid, loin de là. Même si ça nous a un peu coupé les pattes forcément 6 mois après le lancement. Et ensuite on a avec la première usine en construction, on a continué à aller chercher des investisseurs et des partenaires. Donc on a refait des levées de fonds successives, plusieurs dizaines de millions, jusqu'à ce qu'on se lance dans la grande aventure de l'entrée en bourse, où là on a levé donc en mai 2022, 118 millions d'euros, ce qui nous a permis de répondre à la demande, en fait, parce qu'on a construit notre première usine, on a montré qu'on savait faire, on était les premiers à le faire. On a d'abord fait une usine à terre, puis une usine en mer. Donc l'ambition, c'est quand même de remplacer les plateformes pétrolières. Donc on a fait un démonstrateur qui prouve qu'on sait le faire. Donc là maintenant, on va pouvoir passer à l'échelle petit à petit, et puis d'autres usines en construction. Et ça a créé à la fois la confiance des investisseurs, mais ça a aussi généré pas mal de demandes. Et donc pour créer de nouveaux projets et pour construire de nouvelles usines, il faut en effet des sous. Donc ces 118 millions d'euros là, ça nous a permis de lancer tous les projets sur lesquels on s'engageait. Et voilà, et il va nous falloir encore d'autres sous. Et est-ce que, donc maintenant ça fait un peu plus de 2 ans que vous êtes rentré en bourse, est-ce que tu vois des changements? Est-ce que votre communication, l'attraction que vous pouvez porter, etc., est-ce que tu remarques que finalement les levées de fonds c'était pas assez suffisant pour vous? C'est assez rare qu'au bout de 5 ans les entreprises fassent des rentrées en bourse. Quel recul tu as aujourd'hui à 2 ans maintenant? Ouais. En fait, l'entreprise véritablement a été lancée en 2019. Donc c'était l'introduction en bourse, c'était très peu de temps après le lancement, sachant qu'il nous a fallu 1 an pour se préparer. Donc en gros, on s'est lancé en 2019. En 2021, on préparait le projet d'introduction en bourse. Je pense qu'on n'est jamais assez préparé pour une introduction en bourse. C'est un boulot colossal. Il faut ne serait-ce que produire ce qu'on appelle un document unique qui va être délivré à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers,
pour valider qu'on est autorisé à faire cette introduction en bourse. Et ça, rien que ça, c'est un document de 300 pages qui décrit tout de l'entreprise. Et il y a notamment une 40aine de pages qui décrivent tous les risques. Donc, ça, c'est hyper compliqué à faire parce que, en tant que fondateur, et parce qu'on porte un projet auquel on croit, il faut décrire tous les risques que les gens auront à investir dans notre boîte. Ça, c'est un petit peu déjà, psychologiquement, c'est un peu compliqué, mais au-delà de ça, c'est énormément de travail. Et puis il y a énormément de roadshows, ce qu'on appelle des roadshows, c'est-à-dire qu'on va voir des investisseurs et des investisseurs et des investisseurs pour leur parler du projet et pour leur donner envie d'investir. Donc c'est des centaines d'investisseurs qui ont été rencontrés, donc c'est beaucoup de temps. Et il y a l'introduction en bourse. Donc nous, on l'a fait dans un contexte complètement foufou parce que le jour où on l'a annoncé sur BFM, sur le bandeau de BFM, il y avait tout ce qu'on sait de la guerre en Ukraine qui démarrait, avec les chars qui défilaient, etc., en fond d'écran. Et encore, je crois qu'à 7h15, sachant qu'on devait passer à 7h30, on avait encore les avocats au téléphone à dire on y va ou on n'y va pas, parce que c'était un contexte qui était vraiment très compliqué. Et d'ailleurs, il y a eu, je crois, aucune introduction en bourse après nous cette année-là. Donc cette introduction en bourse se fait, on lève les fonds qu'on avait imaginé lever, donc ça c'était une super nouvelle. Et ensuite, il y a l'après-introduction en bourse où en effet c'est un énorme coup de projecteur sur une entreprise. Ça crée aussi ça donne de la crédibilité à l'entreprise évidemment. Ça veut dire qu'il faut structurer la boîte vraiment en amont et continuer à la structurer aussi après parce qu'on doit rendre des comptes au marché et c'est normal, il y a des gens qui investissent chez nous donc on leur doit toute transparence et pour ça veut dire qu'il faut qu'on soit hyper au clair sur tous nos chiffres. Donc c'est pas uniquement nos chiffres de business, c'est nos chiffres de production, c'est le CO2 qu'on émet bien sûr, c'est tout ce qui toute la data dont on dispose sur la partie RH, sur tout. Donc, pour pouvoir délivrer cette data, il faut être un minimum structuré. Donc, ça nous a demandé pas mal de travail. Et en termes de communication, c'est un coup de projecteur. Par contre, attention, quand on rentre en bourse, ça augmente la notoriété d'une boîte, mais dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que si le cours dévisse, ça se voit. Donc, et quand le cours dévisse, c'est pas forcément à cause de nous. Ce que je disais tout à l'heure à un ami, c'est qu'il suffit que Poutine se gratte l'oreille au milieu du mois d'août et toutes les petites capitalisations boursières dont on fait partie, puisqu'on reste une petite entreprise, se cassent la figure parce que on a des investisseurs qui ont envie parfois de se réfugier c'est des valeurs refuges, comme on appelle, c'est-à-dire de réfugier dans des cotations qui sont sûres, plutôt que dans une start-up qui promet autre chose, mais en tout cas qui forcément présente plus de risques. Donc la notoriété, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que oui, on est coté en bourse, donc ça nous amène énormément de notoriété, mais ça peut avoir aussi, il y a un revers de médaille parfois, donc c'est un point. Et après, là où il faut être hyper vigilant aussi, c'est de surtout pas piloter l'entreprise en fonction du cours de bourse quand on est une petite entreprise, parce que sinon on est tout le temps en mode réactif et c'est impossible à gérer. Donc il faut vraiment rester focus sur son ambition et c'est une autre façon de travailler, d'être en bourse. C'est beaucoup de règles et c'est normal. C'est beaucoup de reporting, c'est beaucoup d'investisseurs qui nous demandent beaucoup de choses au quotidien, mais à côté de ça, c'est aussi une communauté d'investisseurs qui nous suit, et ça c'est top. Et c'est pas uniquement des investisseurs institutionnels, et c'est aussi ce qu'on voulait faire en allant sur le marché, c'est aussi nos proches qui voulaient absolument investir dans Life parce qu'ils croient au projet et qui voulaient contribuer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas uniquement notre tonton et notre belle-maman, c'est des amis, des amis des amis, etc. Et donc ça c'est génial quand on rentre en bourse, c'est que à la fois le petit côté embêtant, c'est quand on va dans une soirée et qu'on rencontre quelqu'un qui dit « Ah, je suis actionnaire !» « Ah, super !» Et quand c'était un moment qui est pas très très bon, on dit « Bah, j'ai vu que c'était pas terrible en ce moment. » Bon là, ça gâche un peu la soirée. Mais ça, c'est super d'avoir cette communauté-là aussi qui nous suit
et à qui on explique où on va. Et vous avez réussi à garder votre culture d'entreprise qui est quand même très très forte malgré l'introduction en bourse? Ouais, parce que c'est plus fort que l'introduction en bourse. Parfait. Voilà, on a plus qu'une ambition, enfin voilà, c'est un rêve qu'on poursuit tous ensemble, et c'est sûr que le quotidien est pas facile, et c'est sûr qu'on travaille beaucoup, et c'est sûr que l'imprévisible fait partie de notre quotidien. Il faut l'intégrer, parce que quand on est dans une entreprise, dans un secteur qui est en construction, avec ce qu'on connaît du contexte géopolitique, face à des marchés qui bougent beaucoup, dans un environnement, un paysage concurrentiel qui est en pleine construction, et avec des ressources qu'on doit aller chercher qui n'existent pas, il y a un peu d'imprévisible. Et tous les jours, on a des surprises, donc il faut vivre avec ça. Mais c'est aussi ce qui fait le côté vraiment ultra stimulant de cette aventure, et je pense que les équipes le vivent aussi comme ça. Donc aujourd'hui, Live, c'est une équipe qui est solide, c'est une introduction en bourse, c'est plusieurs usines. C'est quoi les prochaines étapes? C'est l'offshore. Donc l'offshore, c'est ce que je vous disais rapidement. On a pour ambition d'avoir des usines qui produisent de l'hydrogène à terre pour pouvoir alimenter les besoins de la mobilité propre et de l'industrie. C'est-à-dire qu'on livre notre hydrogène dans des stations-service, on livre notre hydrogène auprès d'industriels qui en ont besoin. Alors les industriels qui utilisent l'hydrogène, c'est ceux qui fabriquent du verre, par exemple. On a besoin d'hydrogène pour fabriquer le verre, parce que l'hydrogène, c'est un gaz qui est très énergétique et qui permet de faire monter à très haute température des fours, par exemple, qui vont permettre d'aplanir le verre ou des choses comme ça. On a besoin d'hydrogène pour fabriquer de la margarine. On a besoin d'hydrogène pour fabriquer des engrais. Enfin, bon. Et on a besoin d'hydrogène dans des secteurs industriels qui sont ultra polluants. Aujourd'hui, l'hydrogène qui est utilisé dans ces industries-là, dans les process industriels qui existent, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile. Nous, on fait table rase de tout ça, et notre hydrogène à nous, on le produit de façon propre, et on propose donc de l'hydrogène propre à des industriels qui utilisaient de l'hydrogène cracra. Et donc on contribue à cette transition énergétique avec eux. Et ça, on le fait à la fois à partir de nos usines à terre qui permettent de livrer l'hydrogène, et à partir d'usines qu'on installe chez des clients industriels directement, et qu'on peut livrer à travers un pipe, enfin bref, à travers un réseau de tuyaux. Et ça, c'est la partie terrestre. Ce qu'on veut, nous, à terme, c'est produire de l'hydrogène en mer et remplacer les plateformes pétrolières qu'on connaît par des plateformes de production d'hydrogène propre. On va donc utiliser l'eau de mer. À terre, on utilise déjà de l'eau pour fabriquer l'hydrogène. Juste pour rappel, pour fabriquer l'hydrogène qu'on fabrique, on utilise de l'eau. On fait passer un courant électrique dans cette eau, et comme tout le monde le sait, eau, H2O, c'est composé d'hydrogène et d'oxygène. Le courant électrique décompose la molécule d'eau en deux, et donc nous on récupère l'hydrogène de cette eau, et l'oxygène on le rejette dans l'atmosphère. Ce n'est pas du tout le process utilisé par les industriels qui utilisent de l'hydrogène fossile aujourd'hui, qui relâchent du CO2 pour le coup. Donc on utilise cet hydrogène-là à terre, en mer, donc on va produire à partir de l'eau de mer. Donc on va utiliser l'eau de mer, on va séparer la molécule d'eau en deux, hydrogène, oxygène. L'hydrogène, on le produit du coup en quantité massive, parce que l'eau en mer, il y a ce qu'il faut. Et l'oxygène, on l'utilise aussi, mais on va pas le rejeter dans l'atmosphère. Nous, notre futur job, c'est de proposer des services à l'océan, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans l'environnement et dans notre atmosphère. On parle assez peu de ce qui se passe dans les océans. C'est catastrophique, sans vouloir plomber l'ambiance. On a des océans qui s'acidifient de plus en plus à cause du réchauffement climatique et à cause du CO2. Donc nous, on veut redonner à l'océan ses capacités d'absorption du CO2, parce qu'un océan, ça fonctionne comme une forêt, en fait, exactement pareil. Ça permet d'absorber le CO2. Donc nous, on veut redonner ces capacités à l'océan d'absorber le CO2 en réintroduisant l'oxygène qu'on produit en parallèle de l'hydrogène dans les océans. Et ça,
c'est notre projet. C'est pas tellement de faire de l'hydrogène en fait. Ça, c'est notre projet, c'est de pouvoir à terme, déjà, les plateformes pétrolières, bon, ça fait partie de l'autre monde, celui d'avant. Et non seulement on produit du coup un carburant, parce que l'hydrogène peut servir de carburant, qui n'émet rien d'autre que de l'eau à la sortie du pot d'échappement, puisque c'est ça que ça produit à la sortie d'échappement. Mais en plus, on peut dire à tous ceux qui demain auront besoin de s'équiper d'un véhicule, parce que nous c'est bon, en Europe on a tout ce qu'il faut en termes de véhicules, mais en Inde ils vont continuer à acheter des véhicules et c'est normal, et en Chine aussi, donc il va y avoir encore de la mobilité qui va se développer. Mais ce qu'on pourra leur dire, c'est vous pouvez rouler, et il n'y a pas de problème, puisque pendant que vous roulez, nous on produit l'hydrogène et on produit aussi de l'oxygène qui va redescendre dans les océans. Et non seulement on a un carburant qui est propre, mais en plus on a un impact positif sur l'environnement. Et là, on pourra dire qu'on aura fait quelque chose de bien. Bah, parfait. Merci beaucoup, Nolwenn, pour ce partage. Merci.